Bonjour à tous, parlons d'Europe cette semaine avec la Maison de l'Europe de Tours. Reçoit Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Merci d'être venu pour nous parler du commerce de l'Union européenne. Je ne vous ai même pas présenté parce que tout le monde vous connaît, mais vous êtes professeur de droit de l'Union européenne à l'Université François Rabelais. Et nous allons parler donner une suite à l'émission de la semaine dernière sur le commerce mondial de l'Union européenne. La semaine dernière, on avait vu plutôt la partie juridique, Oui. la manière dont ce commerce s'organisait. Et aujourd'hui, on va peut-être rentrer dans la réalité concrète de ce commerce, parce que ça intéresse sûrement tout le monde de savoir finalement, quand on parle de commerce, à quoi on fait allusion, quelles sont les quantités, les chiffres. Donc un petit, qu'est-ce que vous avez comme à nous dire là-dessus? Alors, beaucoup de choses. Bon, on pourrait effectivement donner beaucoup de chiffres, parce que ce que vous dites, c'est juste. Il ne faut pas tout à fait déconnecter, je crois, la question purement institutionnelle, juridique, de sa réalité chiffrée, de sa réalité économique. Et juste une toute petite parenthèse, sans aucun doute à raison, critiquer les grands accords commerciaux que négocie l'Union européenne avec les États-Unis, la question du TAFTA, même si on peut penser que cet accord est compromis, tant d'ailleurs du côté européen et surtout et sans doute du côté américain, je crois que le positionnement de Trump de ce point de vue-là est assez clair, ou les grands accords avec la Corée, là bientôt avec Singapour, avec le Canada, très récemment. Ces accords sont évidemment critiqués, contestés, parce que cela, sans doute, fragilise notre production européenne, notre économie nationale. On le voit toujours de ce point de vue-là, comme étant une forme d'agression. Mais il faut bien comprendre qu'il y a un principe de réciprocité et que ces marchés canadiens, singapouriens ou japonais ou coréens sont des marchés qui sont ouverts aussi. Ce sont des grands marchés. Et ce sont des marchés absolument gigantesques. Oui, Singapour fait partie d'une zone économique en Asie du Sud-Est. C'est 650 millions de consommateurs. Oui, c'est quand même plus que l'Union européenne. Plus que l'Union européenne, c'est le deuxième marché économique au monde après la Chine. Bien. Donc, il faut comprendre que quand on va conclure cet accord avec Singapour, on a un marché pour nos entreprises françaises qui s'ouvre pour 650 millions de personnes. Les États-Unis, 300 millions, etc. Alors, une fois qu'on a fait ces remarques, j'espère pouvoir donner quelques éléments qui éclairent la réalité de ce commerce mondial et le positionnement de l'Union européenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, on est concurrencé, mais actuellement toujours, et depuis au moins 2 décennies, l'Union européenne est le plus grand marché unique du monde. Le commerce intra-Union européenne est très développé, et pour donner simplement un chiffre, nos entreprises européennes commercent dans la zone euro, c'est-à-dire que près de 65% des exportations des entreprises au sein de l'Union européenne se font dans l'Union européenne. Donc il y a déjà une très grosse activité. Autrement dit, nos entreprises françaises exportent d'abord dans l'Union européenne, au sein du marché intérieur, tout simplement, à hauteur d'environ 60-65%. Tout dépend des secteurs, bien entendu. Quand on raisonne sur le terrain du commerce par secteur, du commerce mondial, si on prend l'exemple du commerce mondial des marchandises, les produits manufacturés, les produits industriels. L'Union est toujours la première puissance économique au monde en termes de marchandises, puisqu'elle a 15% du secteur en matière de commerce de marchandises. En matière d'exportation mondiale des services, l'Union européenne se situe à hauteur de 25%. Ce qui est considérable. C'est énorme. C'est le quart des exportations de services réalisées par l'Union européenne. Voilà. C'est une moyenne, parce qu'on verra qu'il y a certains secteurs, par exemple en matière de transport ou en matière de produits pharmaceutiques, alors, qui relèvent plutôt d'une logique industrielle, il est vrai. On est très au-dessus de cela. Alors, il faut mettre ces chiffres en comparaison avec la Chine, par exemple, ou encore les États-Unis. La Chine, c'est 12% des exportations mondiales de marchandises. Nous, je le rappelle, on est à 15%. En matière de services, c'est 5%, la Chine. Nous, on est à 25%. Les États-Unis, c'est 9% du commerce de marchandises. On est à 15%. En matière de services, c'est 16%. Ce sont des chiffres de 2015. Alors, il faut sans doute les actualiser. Il y a toujours une année de retard. On verra les chiffres pour 2016, mais je pense qu'on est à peu près sur les mêmes ratios.
Alors si on affine un petit peu le propos, il y a des domaines où l'Union européenne est très bien positionnée, très en tête. Par exemple, en matière d'exportation des services de transport, c'est tout ce qui concerne notre secteur ferroviaire, l'installation des lignes à grande vitesse, qui sont d'ailleurs des lignes de très grande qualité comparées à notre réseau ferroviaire français. Je fais juste une petite aparté sur ce point. Sans méchanceté, bien sûr. On sent l'utilisateur. Oui, depuis 25 ans, j'utilise beaucoup le TGV, et le TGV a beaucoup vieilli, je trouve. Près de 21% des exportations européennes. États-Unis, 9,5%. Singapour, 5%. C'est un exemple. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie. L'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. RCF. La joie se partage. Retour à Parlons d'Europe et à ces chiffres extrêmement importants que vous venez de donner sur nos parts de marché, sur l'importance de l'Union. Et quand j'entends 15%, 25%, on se dit qu'on est vraiment premier. Et est-ce qu'on ne réalise pas à quel point on est premier ? Eh bien, je crois qu'on ne réalise pas à quel point on est premier. L'Union européenne, c'est une puissance économique majeure dans le XXe siècle et au XXIe siècle. C'est une puissance économique majeure. Alors, on comprend pourquoi c'est devenu une compétence propre de l'Union européenne. On est un acteur extrêmement puissant, extrêmement visible, et nous avons de très grandes entreprises françaises qui profitent évidemment de ce positionnement. Et je crois qu'on se sous-estime de ce point de vue-là. C'est une tendance très française, ça. C'est une tendance très française, sans doute. Alors, il y a beaucoup d'imperfections, parce qu'évidemment, tout cela demande du temps, il faut sécuriser les accords. La libre concurrence est parfois dévastatrice. Il ne faut pas non plus se leurrer, il ne faut pas non plus tomber dans une espèce de béatitude comme ça devant cette grande mondialisation. Le système est sans doute, il est perfectible et il est actuellement imparfait. On est tout à fait conscient. Mais il faut quand même raisonner à partir de ces chiffres qui constituent une réalité. Et au passage, si je peux me permettre, je crois qu'il y a une espèce de déséquilibre quand on observe un petit peu l'Union européenne de près entre ce qu'elle est, ce qu'elle incarne économiquement, qui est une puissance, et quand on regarde au fond la faiblesse de sa faiblesse politique, et institutionnelle. Oui. Bon, je ne parle même pas de sa faiblesse diplomatique ou sa faiblesse militaire. Donc, on voit bien qu'il y a ici là, des faiblesses. C'est une absence quasi totale qui est clairement problématique. Dans les chiffres que vous avez donnés, vous avez dit exportation de services. Ça serait peut-être intéressant de donner un contenu au mot service, pour être sûr que tout le monde comprenne bien, parce que 25%, c'est un chiffre énorme. C'est un chiffre énorme, c'est un quart du commerce mondial. Il faut bien voir, et encore une fois, avec des entreprises européennes ou françaises extrêmement performantes. Alors oui, au fond, il faut raisonner de la manière suivante. Alors les économistes ne sont peut-être pas d'accord avec mon approche, mais disons que les activités économiques se divisent en 3 secteurs, au fond connus, je crois. Le secteur agricole, qu'on appelle le secteur primaire, le secteur industriel, de production, de biens, de marchandises, alors qui peuvent être manufacturés ou bruts. Bon. À peu près 25%, le secteur agricole, c'est 5% à peu près. Et tout le reste, c'est ce qu'on appelle les métiers ou les activités de service. Alors le thème service est une enveloppe très large. Le transport ferroviaire, c'est du service. Une assurance, c'est du service. Internet, une agence de voyage, c'est du service. Une banque, c'est du service. Bon. Et actuellement, l'économie européenne, sa structure économique, est majoritairement constituée de métiers de service, à peu près 60%, 60-65%. Et le commerce mondial est devenu un très gros commerce de services. Voilà. Donc, quand on parle d'exportation des services, ça veut dire quoi ? Je prends un exemple tout simple. Le transport ferroviaire. Bon, c'est tout simplement rendre du service aux bénéficiaires, aux usagers. Lorsqu'on installe une ligne ferroviaire, alors bien sûr, il y a la manufacture, il y a des produits industriels, bien entendu. Mais c'est d'abord
une offre de service, de déplacement, de transport des personnes d'un point à un autre. Donc c'est ça, les activités de service. Bon. Et les activités de service se démultiplient de manière extrêmement importante. Est-ce qu'on peut dire que l'Union européenne, qui n'existait pas à ce moment-là, mais a réussi la première révolution industrielle, a été peut-être un peu moins réussi la seconde, mais a pleinement réussi la troisième. Mais je pense, puisque l'objectif du développement économique de l'Union européenne à partir de 2000, ça a été justement de renforcer considérablement les métiers de service. Il faut ajouter à cela toutes les activités liées au numérique, bien entendu, à Internet de manière générale, même si sur ce point, je crois que l'on était un petit peu distancé par d'autres pays. Autre exemple de service, ce qu'on appelle le GPS. Bon, ce sont les Américains qui sont... Système Galileo. Alors voilà, exactement, qui est en panne en ce moment. Oui. Malheureusement, on voulait pas de chance. On voulait concurrencer les Américains avec une offre de service beaucoup plus étendue. Mais voilà un exemple d'activité de service, puisque chacun utilise son petit GPS pour se déplacer, encore une fois, en ville, par exemple. Bon. Donc, il y a quand même cette réalité qu'il faut prendre en compte, et c'est vrai qu'on est quand même très très fort de ce point de vue-là. Mais si je peux me permettre, on peut aussi revenir sur d'autres éléments. Tout à l'heure, j'évoquais la question des produits industriels, ce qu'on appelle des produits manufacturés, c'est-à-dire des produits industriels qui sont comme les automobiles, par exemple, des produits entièrement finis. La Chine, sur ce terrain-là, nous devance. Ils sont à peu près à 18% du commerce mondial de produits manufacturés. Alors, c'est les jouets, c'est les Tour Eiffel miniature, je ne sais pas. C'est un objet. Quelle est la part de marché dessus? Nous, on est juste derrière. On est à 15%. Mais loin devant les États-Unis, qui sont à peine 10%. Le Japon, à 5,5%. Ah oui, le Japon est très bas. Le Japon est très bas. Et quand on compare les podiums des trois puissances économiques majeures, c'est d'abord l'Europe, les États-Unis, alors évidemment, c'est les secteurs, et le Japon arrive en troisième position, mais loin derrière. Et la Chine est en train de remonter un petit peu tout le monde dans le classement. Sur le terrain de l'agriculture, l'Union européenne est le deuxième exportateur au monde. 10% du total, juste derrière les États-Unis, à peu près à 10,5%. Bon, et nous avons, nous en France, des très grandes entreprises agricoles qui ont tout intérêt à profiter de l'ouverture des marchés canadiens, américains, coréens, j'imagine, japonais, puisque nous avons une force de frappe agricole et un métier en matière agricole extrêmement puissant. Là où on est les champions, toutes catégories, je termine avec cela peut-être, c'est l'exportation des produits chimiques. 18% du commerce mondial. Les Japonais sont très très bons aussi, mais loin derrière. À peine 10%. Les produits pharmaceutiques, enfin, quasiment 30% de l'activité mondiale. Et on est les premiers sur ces secteurs. Alors on comprend l'intérêt des grands accords commerciaux dans la mesure où cela va permettre à nos entreprises de développer leur activité et en contrepartie à permettre des entreprises américaines, canadiennes de s'implanter en France, qui sont forcément créatrices d'emplois. Donc je crois que, encore une fois, sans idéaliser le système, qu'il faut raisonner, me semble-t-il, avec ces chiffres, pour comprendre la réalité économique de l'Union européenne dans le monde. Voilà, la richesse du monde est liée à l'Europe, et l'Europe est liée au monde. Tout simplement. Bonne semaine à tous. Merci.